Caleb, it's time for you to grow up and accept responsibility. Bonjour, alors aujourd'hui on va attaquer cette nouvelle leçon, la leçon 127, exemple de nombres remarquables, anneaux de nombres remarquables, application. Bien, le titre, je le trouve personnellement un peu flou. Qu'est-ce que ça veut dire un nombre remarquable entre pi et 49,3, il y a quand même un énorme éventail. Vous connaissez le paradoxe. Hein. Vous avez dans l'ensemble des... on va prendre les entiers positifs. Hein, s'il y a un nombre qui n'est pas remarquable, hein, s'il existait un nombre non remarquable, alors il y aurait l'ensemble des entiers positifs non remarquables serait une partie non vide de n, donc posséderait un minimum. Donc ce minimum serait lui-même un nombre remarquable en tant que minimum de nombres non remarquables. Bon, d'accord, c'est mesquin, mais quand même le titre possède un paradoxe en soi. Bien. Donc, heureusement, il y a le rapport du jury qui me semble bien ciblé et il permet, là vraiment, faut lire le rapport du jury afin de comprendre ce que les auteurs de cette leçon, les concepteurs de cette leçon ont voulu dire par là. Et effectivement, ils donnent des exemples qui, bon, voilà, après on peut en inventer d'autres qui rentrent dans cette série d'exemples, mais ils disent surtout une phrase que je trouve clé. Bon, il est certain que je suis en train de la réinterpréter et je vais la dire autrement, mais en gros, que cette leçon risque d'être vide de sens si ça devient juste un catalogue et si on ne choisit pas un ensemble de nombres remarquables, entre guillemets, avec leur genèse, d'accord, et leur ensemble d'applications. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Donc, ce que je vous propose de faire là maintenant, c'est de regarder 4 thèmes, en quelque sorte, avec leur genèse, les thèmes en soi, et leurs applications. Sur 3 de ces thèmes, on va dire qu'on fera du neuf avec du vieux, et sur le 4e, eh ben là, on fera du neuf avec du neuf. C'est-à-dire que on peut se demander si on peut arriver, dans le cadre de cette nouvelle leçon, à refourguer des prérequis que l'on a déjà pour les autres leçons. Bon, quelque chose qui soit au cœur du programme. Alors effectivement, c'est ce que je conseille de toute façon. Il faut bien savoir que une leçon qui commence par exemple est une leçon difficile. C'est-à-dire qu'a priori, elle sera couplée, au moment où vous devez faire le choix, avec une leçon un petit peu plus facile. Si vous n'êtes pas solide, vous voyez, sur les différentes genèses, justement, de chaque thème que vous allez aborder, laissez tomber et prenez la leçon plus facile, a priori. Donc ça, hein, attention, leçon difficile. Je vous rappelle qu'elle a remplacé la leçon sur les équations diophantiennes, qui a déjà pris pas mal de noms jusqu'à présent, avec des déclinaisons. Donc déjà, si vous pouvez placer les choses que vous savez déjà pour les autres leçons, c'est bien. Maintenant, je proposerai aussi les approximations diophantiennes, dont il parle dans le rapport du jury, et qui me semble demander des choses spécifiques à cette leçon par rapport aux autres leçons. Et je me demande même s'il est possible de recycler les approximations diophantiennes dans d'autres leçons. Ouais, pas beaucoup quand même. Et oui, c'est quand même peut-être un petit peu cher payé, mais disons que pour être plus positif, on peut attaquer les nouveautés de cette leçon, comme justement les approximations diophantiennes, avec, on va dire, fraîcheur et joyeuseté, et aller au combat, la fleur au fusil.
Voilà, ok, allez, on va commencer. Première histoire que je raconterai, et c'est suggéré par le jury, alors bon, par le rapport du jury, c'est les décimaux et les décimales finalement. Alors, ils disent plutôt l'anneau des décimaux parce que ça va rentrer avec le titre anneau. Exemple de nombre remarquable, ce seront les décimaux, et les anneaux, c'est l'anneau des décimaux. Mais j'ajoute aussi les décimales qui donnent les décimales des décimaux ou les décimales de certains nombres qui vont créer un thème à part que je trouve intéressant. Alors, intéressant, oui, mais je suis partagé. Les décimaux, il y a le mathématicien en moi qui dit, mais c'est quoi les décimaux? Qui est ce nombre 10 parmi tous les nombres de l'univers? Pourquoi choisir 10 sous prétexte qu'on a 10 doigts? Oui, c'est une chose. Une autre chose, c'est que, les décimales, les décimaux, ça réveille l'enfant qui est en moi, et comme vous le savez, il ne faut jamais tuer l'enfant qui est en soi. Donc, on va partir sur les décimaux, on va commencer par ça, et en plus, ça tombe bien, parce que les décimaux, c'est une thématique de carnet de voyage en algébrie. Bien. Alors, allons-y, décimaux et décimales. Pour attaquer ce thème, eh bien, voilà ce que je propose comme prérequis. Le lemme chinois, que normalement tout agrégatif a dans sa musette, le théorème de Lagrange, donc dans les groupes, l'ordre d'un élément divise l'ordre du groupe, voilà, que ce soit pour 10 modulo P, par exemple, voilà, quand P est différent de 2 et 5, l'identité de Bezout, qui est pas cher, voilà, donc tout ça c'est du prérequis pas cher, hein, et puis on va pouvoir faire une petite soupe avec ça, quoi, en quelque sorte. Les sous-groupes de R, alors ça c'est un peu plus chaud, hein, donc le fameux théorème que vous devez connaître normalement, un sous-groupe de R, donc il y a une alternative au sous-groupe de R, c'est soit dense, soit monogène. Et donc pour les approximations, par exemple, la densité est importante. C'est-à-dire, en fait, c'est un théorème qui est souvent utilisé en disant, eh bien, si le groupe n'est pas monogène, alors il est dense. Voilà. Le symbole de Legendre, alors j'arrive à le placer quelque part avec les décimaux, vous allez voir où. Donc voilà en gros votre prérequis que vous allez mettre dans votre plan. Vous allez parler des décimaux et des décimales. Et voici quelques applications. Alors je vais vous présenter ces applications. Tout d'abord, l'anneau des décimaux, puisqu'il faut parler d'anneau de nombres remarquables, est isomorphe à z de x quotienté par 10x moins 1. Sachez le faire pour cette leçon, ça me paraît bien. Hein, on évalue un polynôme de z de x en 1/10. Ça, je l'ai fait récemment sur la chaîne. Et on va obtenir cet isomorphisme grâce, alors il faut faire attention que z de x n'est pas principal, et là, on a besoin du contenu de Gauss. Trouvez les n tels que 10 puissance k divise le nombre de Fibonacci Fn. Voilà. Alors ça va demander bien le théorème de Lagrange, ça va demander aussi, parce qu'on va le faire pour des nombres premiers 2 et 5, et ça va demander le lemme chinois. Et on va aboutir à la notion d'ordre d'apparition d'un nombre premier dans la suite de Fibonacci. Alors, ce qu'on appelle l'ordre d'apparition d'un nombre premier, c'est le premier n tel que P divise Fn. Et ça va être important. On peut dire un certain nombre de choses intéressantes, mais il y a quand même aussi des conjectures non résolues à ce niveau-là. Alors maintenant, on attaque le thème des nombres premiers longs. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, avec les décimales, vous regardez P, un nombre premier, tel que 1 sur P dans son écriture décimale, va être de période minimale, la période de 1 sur P dans son écriture décimale, ça va être exactement P-1. On sait que ça divise P-1, mais là on veut que ce soit exactement P-1. Par exemple, 7 est un nombre premier long, et ça, vous voyez, 142 857, ça va être la période de 1 sur 7. Ce qui fait que k fois 142 857, quand vous prenez k égale 1,
2, 3, 4, 5, 6, eh bien, ça va être une permutation des chiffres de ce nombre. C'est vraiment, je trouve vraiment intéressant et très facilement plaçable ici. Vous pouvez trouver ça. Bon, tout ce que je vous dis à peu près, c'est dans Carnet de voyage en algébrie. Peut-être que l'ordre d'apparition ici d'un nombre premier dans la suite de Fibonacci, c'est dans Nouvelles histoires et Denise, le groupe de géométrie. Alors, cette histoire de nombre premier long, d'ailleurs, bon, c'est quelque chose, vous n'êtes pas censé le dire dans une leçon, mais ça aboutit à la conjecture d'Artin. Donc c'est quand même, c'est quand même quelque chose d'assez profond, même si c'était parti sur des petits problèmes de décimales. Bien, vous avez à quelles conditions sur n, P divise le nombre, que je trouve remarquable, avec que des 1, dans son écriture décimale, que des 1, voilà, et vous mettez n1. Donc c'est lié à l'ordre de 10, modulo P dans le groupe Z sur PZ étoile. Quand P est évidemment différent de 2 et de 5. Sinon, lui ne risque pas, si P égale 2 et 5, ça ne risque pas de diviser. Une question qui est aussi dans Carnet de voyage en algébrie, quelle est la 1201e décimale de 1 sur 1201? Donc 1 sur 1201, 1201 qui est un nombre premier. Eh bien, c'est intéressant, et c'est encore lié à Lagrange. Voilà. Quelle est la 600e décimale? Et là, c'est passionnant, parce que ça va être lié au symbole de Legendre. Ça, vous pouvez trouver ça dans Carnet de voyage. Il y a aussi, un peu plus chaud, la loi de Benford et le critère de Weil, dont j'ai fait aussi une vidéo. Vous voyez, la question c'est, vous regardez 2 puissance n dans son écriture décimale. Bon, 2 puissance 0 commence par un 1, 2 puissance 1 commence par un 2. Alors, il semble que 1 arrive souvent. Vous avez 2 puissance 0, ensuite vous avez 2 puissance 4, qui commence par 1, 2 puissance 10, j'en ai oublié un, 2 puissance 7. Le 1 arrive souvent. Le 2 arrive un peu moins souvent, le 3 moins souvent, etc. Et le 9, il semble ne pas être là. Bien. Eh bien, si, on arrive à avoir, je crois, pour 2 puissance 53, je crois, un premier nombre qui commence par 9. Voilà. Pourquoi 9 est-il si rare? Est-ce que la fréquence arrive en fonction de l'ordre du nombre, c'est-à-dire 1 arrive très souvent et 9 très rarement? Bon, à voir, d'accord. Et est-ce que, il existe un n tel que 2 puissance n commence par votre numéro de téléphone? Bon, voilà. Donc ça, c'est la loi de Benford, le critère de Weil. Vous pouvez le voir sur une vidéo. Alors, toutes ces nouvelles choses de cette leçon ne correspondent pas toujours à des références que l'on a sous la main en ce moment. Je suis sûr qu'elles arriveront un jour ou l'autre, mais cette année, la leçon n'en comporte pas. Alors ça, on comportera à un moment, j'en suis sûr, on verra. Voilà pour les décimaux et les décimales. Alors le deuxième thème, les nombres algébriques, et en particulier les nombres constructibles, qui sont des réels, on va dire, algébriques. Les prérequis, la genèse, comme ils disent, le théorème de la base télescopique, c'est pas cher, vraiment pas cher. Ce théorème qui explique ce que l'on a quand on a une tour de corps. La construction du corps de rupture, une bonne connaissance du corps de rupture. Bien, évidemment, le théorème de décomposition, c'est-à-dire l'existence et l'unicité à un isomorphisme près du corps de décomposition n'est jamais à savoir, mais au moins le corps de rupture, il est à bien maîtriser. On peut aussi avoir besoin du résultant, la notion de résultant, et d'un petit peu de théorie de Galois, mais là c'est borderline, complètement borderline. Alors voilà ce qu'on peut faire avec. Alors il faut connaître la notion de nombre algébrique, que l'ensemble des nombres algébriques, noté Q bar, est un corps qui est algébriquement clos. C'est intéressant de savoir un petit corps algébriquement clos qui est différent de C. Normalement, à la grecque, pour moi, on doit connaître 3 corps algébriquement clos.
La clôture algébrique de Q, donc cet ensemble de nombres algébriques là, dont on parle en ce moment, C évidemment, et aussi la clôture algébrique de Fp, hein, qui est finalement une réunion de Fp puissance n. Donc ça demande un tout petit peu de manipulation hein, dans les tours de corps. Trouver des polynômes annulateurs, si alpha et bêta sont deux nombres algébriques, eh bien trouver des polynômes annulateurs de alpha plus bêta, alpha bêta. Alors ça se fait très bien, de façon vraiment très agréable, avec le résultant. Ça, ça j'en ai fait aussi une vidéo. Les conditions nécessaires et suffisantes de constructibilité à la règle et au compas, avec l'existence d'une tour de corps où chaque corps est plongé dans un sous-corps dans lequel il est d'indice 2, en quelque sorte. Le théorème de Gauss-Wenzel, alors ça, pareil, il y a des vidéos sur la chaîne là-dessus, dont une de Loris, que je vous conseille, parce que c'est fait sous forme vraiment de développement. Le théorème de Gauss-Wenzel qui donne tous les nombres pour lesquels on peut construire à la règle et au compas un n-gone régulier. Donc il donne tous les nombres n. Alors, les problèmes de transcendance, je suis un petit peu sceptique. Il me semble que dans le rapport du jury, ils disent on peut parler de problèmes de transcendance, mais je trouve que les problèmes de transcendance sont plutôt résolus par l'analyse que par l'algèbre. C'est pi, c'est e, etc. Ça se fait avec des intégrales, ça se fait avec des choses... Bon. Si vous trouvez des problèmes de transcendance résolus par l'algèbre, faites-le. Là, j'y ai pas réfléchi. Voici un exemple que j'aime bien, ici, ou un contre-exemple. Vous avez alpha, un réel, tel que le degré de Q de alpha sur Q est égal à 4. Est-ce que alpha est constructible à la règle et au compas? Là, c'est un minimum de théorie de Galois qui va vous l'apporter. C'est-à-dire, vous prenez une extension dont le groupe de Galois est A4. Ensuite, vous prenez alpha tel que le groupe de Galois de Q de alpha sur Q, c'est le sous-groupe correspond au sous-groupe, à un sous-groupe d'ordre 3 dans A4, engendré par un 3 cycle. Donc vous allez trouver des alphas comme ça. La théorie vous dit que justement le degré est 4 et elle vous dit que vous pourrez trouver une extension intermédiaire entre Q et Q de alpha si vous avez trouvé un sous-groupe d'ordre 6 dans A4, qui est d'ordre 12, hein, donc d'indice 2 finalement de A4, donc d'ordre 6. Or, A4 n'a pas de sous-groupe d'ordre 6, c'est facile à voir. Donc, un petit peu de théorie de Galois vous apporte un éclairage sympathique sur les nombres constructibles à la règle et au compas. En tout cas, il vous apporte des contre-exemples assez intéressants. Voilà, dans une seconde vidéo, je parlerai des deux derniers thèmes dont j'ai envie de parler. D'une part, évidemment, les équations diophantiennes. C'est quand même assez difficile parce que ça demande à maîtriser la factorialité et toutes les petites techniques autour de la factorialité. Et enfin, quelque chose de pas difficile en soi, en fait, même, je dirais, beaucoup plus facile en soi, mais difficile dans le sens qu'on charge la mule, hein, c'est-à-dire tout le bagage supplémentaire pour pouvoir attaquer de façon sereine les approximations diophantiennes. Voilà. Et là, pour l'instant, on va s'arrêter là.